Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cet hommage à Maria Callas. Hier, il y a eu 30 ans, très précisément, qu'elle nous a quittés et 30 ans qu'elle n'est toujours pas remplacée. Callas, c'est à la fois un nom mythique et magique. Et on peut se poser la question, qui n'a pas, au moins une fois dans sa vie, entendu parler d'elle ? Alors, petite fille mal aimée, c'est sûr, diva adulée, c'est encore plus sûr. Elle va mourir d'amour comme les héroïnes qu'elle a sublimées sur scène lorsqu'elle sera abandonnée par le seul homme qui avait su faire battre son cœur. Ce sont là deux aspects qui sont indissociables de sa personnalité, l'artiste et la femme, que j'ai souhaité évoquer avec vous au travers des témoignages de Luchino Visconti, d'Elvira de Hidalgo, son professeur, mais surtout, bien sûr, en l'écoutant, elle, nous expliquer sa propre conception de l'art lyrique. Seulement, en même temps, on ne peut occulter la femme qu'elle a été, prise au piège d'une célébrité qu'elle avait ardemment désirée, mais qui très vite l'a dépassée, lui interdisant ce bonheur simple auquel trop tard elle aspira désespérément. 1987, Musique au cœur célébrait le 10e anniversaire de la disparition de Maria Callas lors d'un gala somptueux, on peut le dire, à l'Opéra, avec tout ce qu'il fallait de décors, de fleurs et d'invités prestigieux, ce qui rappelait un peu, quelques années auparavant, 1958, l'arrivée pour la première fois à Paris pour chanter de Maria Callas, et là encore, le gala était somptueux. La distribution était dans la salle, avec le duc de Windsor et la duchesse de Windsor, bien sûr, avec Jean Cocteau, le poète, avec une pléiade de vedettes. Gérard Philippe et sa femme, la Begum. Il y avait aussi la ravissante Brigitte Bardot, qui était accompagnée ce soir-là par Sacha Distel. Bref, on ne savait plus où porter le regard, jusqu'au président de la République d'alors, René Coty, qui était grand amateur d'opéra et auquel on présenterait Maria Callas pendant l'entracte. Il lui dirait « Madame, je suis éblouie. Et pourtant, vous savez, je m'y connais en opéra italien. » C'était charmant. C'était un homme charmant et c'était probablement aussi un peu le trac. Pour en revenir à l'hommage donc de 1987 à Maria Callas, qui s'était déroulé à l'Opéra Garnier, nous y avions convié deux jeunes cantatrices que personne ne connaissait. À l'époque, il y avait une soprano coloratour, celle qui surfe sur les aigus, qui s'appelait Sumidjo, et une jeune mezzo-soprano qui s'appelait Cecilia Bartoli. Toutes les deux avaient remporté le prix de la Fondation Maria Callas, toutes les deux ont remporté un énorme succès, ont fait les carrières que vous savez, prestigieuses, et font les carrières prestigieuses que nous connaissons. Mais ce qui est touchant, c'est que le lendemain de cette retransmission sur Antenne 2, à l'époque, j'ai reçu un appel du maestro Carian qui m'a demandé si je pouvais lui adresser une cassette de la soprane coloratour, alias Sumidjo. Ce que j'ai fait, il a auditionné, et elle m'a raconté que c'était le matin où il lui avait demandé le premier air de la Reine de la Nuit, et il l'a engagé. Et 2 jours plus tard, c'était Daniel Barenboim qui demandait une cassette de la mezzo-soprano de Cecilia Bartoli pour l'engager, ce qu'il a fait aussi. Nous allons retrouver Sumidjo et nous allons nous délecter de ce premier passage en France où elle est divine.
Maria Callas, c'était finalement une petite fille grecque, mais née en Amérique. Sa famille avait quitté probablement le cœur en berne, la patrie pour le rêve américain. Il fallait trouver un moyen de gagner sa vie, d'avoir un peu d'argent pour vivre, pour survivre. Et il y avait eu la traversée, comme tous les immigrés, dans la classe la plus modeste, d'un paquebot hasardeux. Et puis après, on était parqué à Long Island, dans l'attente du fameux billet vert qui permet de rester sur le sol américain. C'est une petite fille grave, Maria, probablement parce qu'il y a quelque part en elle le souvenir d'une mère qui l'a repoussée à sa naissance. Une mère qui attendait un garçon et qui a cette petite fille qui va devenir adolescente et qui va très vite se retrouver sur le sol natal. Pourquoi ? Bien parce que le rêve américain a échoué, comme le mariage d'ailleurs de sa mère, qui n'a pas tenu. Alors on va avoir les premiers professeurs et dans les tout premiers, Elvira de Hidalgo qui va dire que la voix est un matériau formidable de cette grosse jeune fille qui très vite va intéresser les directeurs de scène, les directeurs d'opéra. On va l'inscrire sur les affiches, elle va récolter ses premières acclamations et par la seule force de sa volonté, cette volonté d'acier, elle va petit à petit se transformer en une femme magnifique, avec ce regard sombre, ses yeux gigantesques, aux côtés de son mari, Gian Battista Meneghini, dit Tita, qui est aussi l'impresario, de plus en plus d'ailleurs l'impresario, qui surveille les cachets, qui met la barre de plus en plus haut. Elle est très chère, Maria Callas, mais elle est très chère au public et très chère aux grands chefs qui la dirigent, Séraphine, Karajan, Giolini, Georges Prêtre, le complice. Tout cela va la monter petit à petit vers une notoriété qui n'est plus seulement une notoriété artistique, mais une notoriété publique. Désormais, le public la suit, mais les paparazzi aussi. Et c'est la première diva à susciter cette ruée des photographes. Et petit à petit, bien sûr, elle va s'éloigner de son premier mari vers un divorce douloureux, coûteux, difficile, parce qu'elle est tombée amoureuse. Elle est tombée amoureuse vraiment d'un Grec comme elle, qui, comme elle, sur ses qualités professionnelles, a réussi à atteindre les sommets. Il s'appelle Aristote Onassis et elle va l'aimer passionnément, au point que lorsqu'il mourra, elle dira « plus rien ne me rattache à la vie ». Et plus rien ne la rattachera à la vie. Elle aura perdu sa voix, l'homme qu'elle aimait, et elle mourra seule, avenue Georges Mandel. Mais revenons au 18 janvier 1958, où c'est vrai, la France accueille très tardivement Maria Callas, et encore c'est pas pour chanter, c'est juste le temps d'une escale, avec l'arrivée à Orly au milieu de l'après-midi qui est fracassante. Alors, je vous le disais, sa venue a été annoncée par la presse, François a évoqué sa maison milanaise, il y a eu, on dirait, un constat d'huissier. François explique qu'elle est ornée de meubles antiques, sic, décorés de tableaux de Fragonard, Titien, Degas, Frangélico. On a décrit sa carte de robe, on a fait une comptabilité, 36 fourrures, 200 robes, 300 chapeaux. Et à l'aéroport, eh bien, les policiers sont là en grande tenue. Elle est accueillie avec beaucoup de charme par le plus beau garçon qu'on a trouvé, les orchidées, tout ça. Il y a la presse, il y a 200 journalistes, des reporters qui trépignent. Et elle est là, débordante de bonne volonté. Elle donne une petite conférence de presse. Et quand on se rappelle ce qu'avait écrit la presse italienne, la plus grande diva du monde, la soprane qui a soulevé la colère de Rome, eh ben, là, elle s'exprime dans un excellent français. Pardonnez-moi, je ne suis pas capable de parler, je suis un tout petit peu émue. Et elle remercie la France de l'avoir soutenue dans cette délicate affaire. Rappelez-vous, Rome, l'Opéra de Rome, le président de la République, juste avant qu'Asta Diva dans Norma, elle s'arrête, elle quitte la scène, elle ne reviendra plus. C'est un scandale parce que le président de la République, eh bien, son chauffeur était parti pendant que ça durait 2h30 et puis ça avait duré une demi-heure. Elsa Maxwell a écrit que les Romains étaient des barbares, qui lui ont envoyé d'ailleurs un gros bouquet de fleurs avec de la part des barbares de Rome. Et Maria Callas, à Paris, dit qu'elle souhaite revenir bientôt chanter à l'opéra. Et avant de quitter l'aéroport, avec du retard, parce que tout de même, on est diva jusqu'au bout, on ne voulait pas de son chien dans l'avion. Elle a dit « je ne décollerai pas si j'ai pas mon chien ». Alors elle part avec un beau sourire en disant « je ne vous oublierai pas, gentil, gentil Parisien ». Voilà. Alors, qu'elle aime Paris et que Paris soit fou de Callas, c'est sûr. Et le 19 décembre, eh bien, elle a tenu parole. Elle a accepté de donner un concert caritatif
pour les bonnes œuvres de la Légion d'honneur à l'Opéra de Paris. Et les organisateurs n'ont rien laissé au hasard. On tremble quand même, hein. Elle a la réputation de la tigresse. Alors on s'est plié à toutes ces exigences. D'abord, ils ont commencé très vite par enlever l'écriteau interdit aux chiens. Ensuite, parce que Maria déteste les bougies et les chandelles, elle a très peur des incendies, ils ont fait fabriquer 120 candélabres électriques. Et puis, comme la voix de la cantatrice doit être protégée, eh bien, un personnel a été spécialement engagé pour veiller au degré hygrométrique de la salle. Et quant à sa loge, eh bien, elle a été entièrement retapissée, capitonnée spécialement. Et dans cette surenchère de luxe, le programme, si j'ose dire, c'est quelque chose. Il est vendu 3 000 francs, ancien, hein, mais enfin, c'est pas donné. Et il permet de gagner, lors d'une première tombola, une voiture Chambord. Et tenez-vous bien, lors de la seconde tombola, un avion biplace Émeraude 301. Voilà. Évidemment, après le concert, il y a un grand souper dans le foyer sublime de l'Opéra Garnier. Puis il y a le menu qui a été publié par la presse avec caviar gris de la réserve personnelle du Shah d'Iran, consommé Rossini, Presto et Allegro, brioche de foie gras truffé, chaud-froid de volaille. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Salade d'asperges Castadiva, c'est bien la moindre des choses. Et pour finir, un ananas givré. À mon avis, les organisateurs étaient un peu givrés aussi. Une farandole de pâtisserie en forme de vocalise. Et le prix de la place, quand je vous disais que c'était un peu givré, tout ça, c'est 35 000 anciens francs. Pourtant, malgré tous leurs efforts, les organisateurs ont commis un impair immédiatement repéré par l'œil noir de Maria. Sur le programme, son nom n'est pas plus gros que celui de ses partenaires, qui étaient tout de même Tito Gobbi, Albert Lance et Jacques Mars. C'était bien loin, c'était à 48 décembre, oui, décembre, avec le maître Séraphine. Et je me rappelle bien, j'étais bien préparée. Quand je suis allée, il y avait 6 mois avant, faire l'audition, j'ai chanté justement Tristan et Isolde à Turin, je crois. Et alors, il m'a écouté dans la Norma. Elle a dit bien, très bien. Vous connaissez très bien les notes, la musique. Maintenant, voulez-vous oublier les notes et parler? C'est ce qu'il m'a dit. Voulez-vous parler les récitatifs? Allez chez vous,
parlez bien, rappelez la proportion, enfin, comme vous parliez, il faut chanter maintenant. Mais c'est un très bon conseil. Et puis, après un petit moment, il m'a dit, mais écoutez, parce que des fois, on se crispe, c'est tellement énorme, cette musique est difficile, évidemment. Alors, il a dit un jour, plus tard, après 2-3 années, il a dit, voulez-vous rappeler que ce que vous avez étudié à la maison, laissez-le là. Maintenant, vous avez un instrument, jouez-le. Ça, c'est très intelligent. Second très bon conseil. Oui, des fois, on l'oublie, même aujourd'hui, moi. Je peux vous dire que le Tristan et Isolde, qui semble tellement difficile, je vous assure, est beaucoup plus facile que la Norma. Je le crois tout à fait. Et vous savez vous-même que Lili Lehmann avait dit, je préfère 5 Brunhilde que une Norma. C'est une espèce de phénomène, parce qu'elle avait des notes graves, très fortes, très bien. Elle avait son médium, la même chose, et puis elle partait dans les notes élevées, jusqu'en mi naturel. Elle réunissait tout, n'est-ce pas? La voix, le chant, l'interprétation, et puis sur la scène, elle était magnifique, elle était belle. On va s'éloigner un tout petit peu de la diva, de la musicienne, de la fine musicienne qu'elle était, de l'interprète hors pair, pour s'arrêter un instant sur la femme. Le 21 avril 1959, les Meneghini fêtent leur 10e anniversaire de mariage à Paris, dans le célèbre restaurant de la rue Royale, Maxime. Manteau de chinchilla, diamants aux oreilles, fourreau de satin, fine bretelle, moulant un corps ravissant, somptueuse chevelure noire, merveilleux visage, Maria, émue aux larmes, souffle les 10 bougies dont la petite flamme éclaire le gâteau aux amandes. Tout cela au son des violons de Zigane. On rit, on applaudit, on s'embrasse. 10 ans. Je suis la voix, il est l'âme, dit-elle, de Gian Battista Meneghini, dit Tita, à la ville, son mari. Et pourtant, un autre homme va entrer dans cette vie de Maria et tout bouleverser. Et quel homme! Aristote Onassis, le nouvel Ulysse, comme l'a surnommé la presse, ou bien encore le Crésus des temps modernes, est un véritable personnage de roman. L'homme est riche, richissime même, il l'affiche volontiers. Lorsqu'il rencontre Maria, il est au fait de sa gloire et de sa fortune. Il a 53 ans, il est petit, il a des tempes argentées, cigare évidemment. Ulysse, oui, mais avec des allures de pirate. Cet homme d'affaires avisé sans scrupules est aussi un homme à femme, et il faut bien le dire, il trompe allègrement la sienne dès qu'il le peut. Et ce n'est pas le talent de la cantatrice qui va fasciner le milliardaire, qui avoue très honnêtement qu'il a toujours détesté l'opéra, comme ça c'est clair. Non, c'est ce que dégage Maria Callas. Son immense popularité qu'Onassis associe à un immense pouvoir. Le pouvoir, pour lui, c'est tout, et puis elle lui plaît. Elle est grecque comme lui, elle parle comme lui, elle pique les mêmes colères. Elle a le même goût de la vie, il la lui faut, et il va la conquérir en 3 appels téléphoniques. En 3 appels, il va la convaincre de venir se reposer sur son yacht, le Christina, pour une croisière en compagnie de Churchill, d'Agnelli, autre séducteur. Et cette croisière va partir le 22 juillet et s'arrêter le 12 août. 3 jours après ce 12 août, Maria est décidée, elle invite Gian Battista Meneghini, son époux, à venir la rejoindre à Milan, et elle lui annonce lors du déjeuner qu'elle veut divorcer. En février 1960, de passage à Paris, elle va accorder une interview à France Soir, dans laquelle elle va dire « Je veux vivre. Jusque-là, je n'ai fait que travailler. Je veux vivre enfin. Comme toutes les femmes, je veux avoir des enfants. Je veux vivre de mon art, bien sûr, mais aussi, je veux maintenant vivre d'amour. »
pendant plus de 2 heures, de l'orchestre aux loges et au poulailler, le public ne cessera de crier son admiration et son amour à celle qu'il a tellement espérée. Sublime en Norma, bouleversante Eleonora, espiègle et délicieuse en Rosine, elle va dans le 2e acte de Tosca bouleverser la salle, qui délire véritablement suspendue à ses lèvres. Par 10 fois, Maria, émue et souriante dans la robe blanche de Floria Tosca, saluera ses admirateurs au milieu des fleurs qui jonchaient la scène qui la recouvrait avant de souffler à son mari qui l'attendait dans la coulisse. Paris m'adore, la France se meurt de moi. Ce soir-là, Albert Lance était un jeune ténor totalement inconnu du grand public, déjà connu dans les milieux lyriques, mais enfin le grand public ne le connaissait pas, plein de talent et de courage. Et il se trouve qu'il nous a raconté, lors de ses 80 ans que l'on a célébré en juillet dernier au Festival d'Antibes, sa première rencontre avec Maria Callas. Voilà. Et le rôle de Cavaradossi avait été initialement attribué à José Lucioni, mais celui-ci, qui était malade, avait déclaré au dernier moment forfait. Et lorsque le 18 décembre, Georges Hirsch, qui était l'administrateur général de l'Opéra de Paris, lui propose le rôle, Albert Lance commence par refuser. Il ne le connaît pas en italien et il se sent incapable de l'apprendre comme ça en si peu de temps. Et finalement, il va accepter. Et après avoir travaillé toute la journée, il va se présenter à la répétition générale en fin d'après-midi. Et en coulisses, comme toujours, en attendant son entrée, les machinistes faisaient un petit peu de bruit. Et brusquement, on entend la voix de Callas qui interrompt la répétition tout net en s'écriant en français, avec ce français impeccable qu'elle pratiquait. Lorsque mon Tito Gobbi et Maria Callas chantent, on se tait. Alors, le chef d'orchestre est Georges Sébastien, arrête évidemment les musiciens pour en profiter pour faire quelques corrections. Et Albert Lance tente à plusieurs reprises timidement d'entrer en conversation avec Callas, qu'il ne connaissait pas. Il essaie en français, en anglais, pas un mot de réponse. Et pourtant, dit-il, lorsqu'elle se met à chanter Tosca, elle était pour Cavaradossi, c'est-à-dire non plus Albert Lance, mais le personnage qu'il incarnait, éperdue d'amour et de tendresse. Et dès que on revenait à la répétition, elle reprenait ce même visage impassible, elle ne volait pas. Et la seule allusion qu'elle va faire pour parler d'Albert Lance, au moment où Cavaradossi, dans l'opéra, qui est torturé, qui est tout faible, défaillant, il sort de la chambre de supplice et recherche l'aide de Tosca pour aller se reposer sur un lit à l'avant-scène, Maria Callas arrête tout et se tourne vers le directeur de la salle en hurlant « Vous ne vous attendez tout de même pas à ce que je soutienne ce gros bœuf ?» Vous imaginez le pauvre Albert Lance qui nous a dit « C'est ainsi que je me fis le soir de la représentation, aussi léger qu'une plume ». Alors est-ce que Callas m'en a été reconnaissante? Je ne sais pas. En tout cas, à la fin du spectacle, elle va m'offrir une rose et il a ajouté que je conserve toujours. Voilà. Maria a un caractère extraordinaire. Je veux dire, peut-être elle a très mauvais caractère dans la vie. Je ne sais pas. Oh. Mais dans le travail, je crois, c'est l'actrice que j'ai eue avec moi, la plus disciplinée, la plus acharnée sur son travail, la plus scrupuleuse qu'on puisse demander. Vraiment extraordinaire. Et tu crois vraiment que Tout le monde était fatigué, elle n'était pas fatiguée, elle voulait continuer les répétitions, tu te rappelles, parfois? Oui, je me souviens. Parce qu'il voulait perfectionner un certain détail, que moi j'aurais même dit, bon, on peut continuer. Non, elle dit, il faut refaire ça, c'est pas bien, pas bien. Enfin, c'est comme ça qu'on fait quelque chose de beau. Vraiment comme... Et alors, évidemment, je fais travailler tous autour de moi. Et des fois, on dit, oh, celle-là, elle a de caractère parce qu'ils font de plus. Et le plus, c'est que ce que fait le beau spectacle. Ouais, mais Marie est une perfectionniste. Évidemment, donc les gens qui ne sont pas perfectionnistes pensent que Marie a un caractère difficile. Mais c'est pas vrai, c'est eux qui n'ont pas envie de travailler ou de perfectionner leur travail, vous comprenez? Avec moi, ça allait très bien parce que je suis autant ennuyeux que Maria sur le travail. Oh, oui, c'est vrai. Oui, et on travaille très bien ensemble. Très bien.
Meglio. Muori, dannato! Muori! 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 È morto. Ordi perdono. Est-ce pour abriter leur couple qu'Aristote Onassis entraîne Maria à la recherche de la villa idéale? C'est toujours difficile, ce genre de choses. Un temps, elle semble attirée par la maison de Luis Mariano, Vésiné, et puis elle reçoit finalement en cadeau l'ancienne demeure d'Alexandre de Yougoslavie, très grosse maison, hein, à 2 pas du Trianon, à Versailles, mais elle n'y vivra jamais. Au somptueux présent d'Onassis, elle va préférer un appartement plus proche de celui qu'elle aime. C'est le 44 de l'avenue Foch, qui va résonner à la fois des sons mélodieux de la voix de Maria Callas, qui répète, et de ceux nettement moins harmonieux de ses disputes avec Onassis, à la plus grande exaspération de leur voisin de palier, un certain Fernandel. Alors elle est parisienne maintenant, Maria, et elle n'envisage plus d'enregistrer ses albums ailleurs que dans la capitale pour plaire à ce public qui lui a toujours trouvé des excuses, même finalement s'il l'a bien peu vu. Et elle va donc nous offrir un disque composé d'airs français. À la Salvagram, du 2 au 7 mai, sous la direction de Georges Prêtre, elle va enregistrer des airs de la damnation de Faust, des pêcheurs de perles, de Manon Lescaut, de Werther, d'Iphigénie en Tauride. Et Michel Glotz, que Maria Callas aime et admire pour ses grandes qualités de directeur artistique, et puis parce que c'est son ami, supervise l'enregistrement. Et il dit, pour choisir une prise, elle ne s'arrêtait jamais sur celle dont la qualité vocale était la plus belle, mais sur la plus expressive. Elle affirmait « Je ne suis pas une chanteuse qui joue, mais une comédienne qui chante ». Alors à Paris, où elle est le 5 juin au Théâtre des Champs-Élysées, encore pour une œuvre caritative qui est organisée cette fois-ci par les Chevaliers de l'Ordre de Malte. André Malraux, qui était ministre de la Culture, a accepté de prêter l'une des tapisseries des Gobelins pour décorer la scène. Bref, tout ça est très chic. Et lorsque Maria apparaît dans une longue robe de chantoung rouge cardinal, sans autre parure qu'une fleur de rubis de diamant qui est piquée à la ceinture, elle reçoit un accueil de souveraine. Alors prudemment, elle a évité soigneusement les tessitures vertigineuses où elle sait que la voix n'est plus tout à fait ce qu'elle a été, mais il n'empêche que debout parmi les invités de marque, il y a Maurice Chevalier, Romy Schneider, l'abbé Gomme et bien d'autres qui lui crient leur amour, et le lendemain, la presse est partagée. Et c'est le début de ces journalistes qui vont la harceler pour sa vie privée, mais aussi pour sa vie professionnelle. Alors, elle est parfois élégante, cette presse, sous la plume de Bernard Gavotti, qui, dans le Figaro du 7 juin, écrit « Maria Callas s'est montrée une artiste exceptionnelle. C'est sur ce point de vue-là qu'il faut la juger. Je m'y tiendrai. J'ai applaudi la femme, certes. J'ai applaudi la comédienne, bien sûr, autant que la cantatrice, mais il paraît évident que sur le plan purement vocal, des réserves s'imposent. » Elle est carrément hostile, pour ne pas dire grossière, lorsque Jacques Bourgeois, qui était pourtant un ami de Callas, se laisse aller à la facilité en écrivant « Maria Callas ressemble à l'Acropole, encore plus belle depuis qu'elle est en ruine ». À quoi Callas aurait pu répondre, aurait dû répondre, eh bien, qu'on les fasse chanter, les critiques. Mi lascio reggere, mi può guidare, mi può guidare. Ma sì,
Exquise Maria. On pense toujours à Maria Callas, dramatique, et on voit dans cet extrait à quel point elle peut être pleine d'esprit spirituel, espiègle. Elle est magnifique. Et elle continue ses enregistrements, elle continue d'enregistrer ses disques à Paris, et elle prépare pour le Palais Garnier la reprise de Norma, qui est l'un de ses rôles fétiches. Et elle a signé pour 8 représentations du 22 mai au 24 juin, dirigée par Georges Prêtre et mise en scène par Franco Zeffirelli, qui dira plus tard « Chaque élément de son jeu était réduit à la quintessence ». Et il ajoutera, en fait, elle a conquis Paris grâce à sa profondeur, à cette vérité qui était la sienne et à son humanité aussi. L'Opéra de Paris présente à partir de demain soir une très grande reprise, celle de la Norma de Bellini, interprétée par Madame Maria Callas. Nous avons assisté à la dernière répétition sur la scène du Palais Garnier. Georges Prêtre dirige l'orchestre et les chœurs de l'opéra dans cette œuvre, l'une des plus belles de la musique italienne. Madame Maria Callas incarne avec un talent et une autorité remarquables une Norma forte et romantique, tout à fait dans l'esprit de la musique de Bellini et du livret de Romani, créé en 1831 à la Scala de Milan. Hélas, il faut bien le dire, les représentations sont très inégales. Certains soirs, les aigus paraissent tendus, durs. D'autres fois, c'est le vibrato qui est trop large, peu importe. Callas offre à Paris la démonstration la plus raffinée d'un art qui demeure incomparable avec elle. Et pour bien comprendre la passion que Callas communique à son public, il faut se reporter au 6 juin, lorsque parvenu au dernier acte, hélas, de Norma, brusquement, sa voix se brise. Et dans le silence, on entend une voix qui hurle au vestiaire. Et là, c'est le signal d'un combat incroyable. On voit des femmes d'un certain âge arracher les lunettes d'un jeune homme qui est là, qui est un anti-Callas. On voit Yves Saint-Laurent, qui est pourtant la quintessence de la bonne éducation, donner des coups de pied à droite, à gauche. On voit des femmes très élégantes et des messieurs en smoking s'injurier comme des cochers en goguette. Bref, Sylvie de Nessac écrit « On se flanquait des gifles. C'est une honte, criaient les uns. Vous ne comprenez rien à l'opéra, disaient les autres. Mais monsieur, mais moi, j'aime l'opéra, disait un très vieux monsieur décoré. Et puis dans tout ce fatras, ce brouhaha, il y avait un très vieux monsieur avec les cheveux tout blancs qui applaudissait en criant « Brava, brava, brava ». C'était Charlie Chaplin. Il y avait même Rudolph Bing, le directeur du Metropolitan Opera de New York, qui avait été longtemps un anti-Callas et qui déclarait « Mais l'opéra ne peut pas vivre sans une femme pareille. J'ai l'impression de faire un rêve. L'ancienne magie est revenue et quant aux manifestants, eh bien, je me contrefous de ces pauvres crétins. » Et dans la coulisse, il y avait Callas, évidemment, qui, elle, était brisée, qui était anéantie et qui disait à son ami Michel Glotz « Je ne peux plus supporter cette guerre des nerfs. » Et Glotz lui disait « Oui, mais vous êtes si grande. » Et elle lui répondait « Eh bien, je donnerais bien un peu de ma grandeur pour avoir la paix. » Io
Alors pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas, très simplement, d'être une idole? Tout simplement parce que nous avons, contrairement à ce que vous pensez, nous avons besoin d'idoles. Vous avez besoin, vous les détruisez, les idoles, très facilement. Oui, alors enfin, comme vous faites vos idoles, le moment que ce pauvre idole ou est malade, ou elle traverse un moment difficile dans sa vie, elle a besoin d'être aidée, c'est le moment où vous les ruinez. Voilà. Mais il y a aussi, voyez-vous, une certaine manière qui ne s'exprime pas toujours avec des mots, mais avec des gestes et avec des actes, qui est de rendre hommage aux idoles. De rendre hommage aux idoles, oui. Mais je ne suis pas une idole, je suis humaine. C'est pour ça que je ne suis pas toujours parfaite. C'est pour ça que des fois, je chante bien, des fois, je chante moins bien. Avec les sportifs, vous dites, ils sont en forme, ils ne sont pas en forme. Avec moi, on dit, elle a pas de sa voix. Là. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des idoles. Nous faisons de la musique. Nous avons besoin que le public dise « Oh, qu'elle était brave, cet opéra est splendide, allez le voir. » Vous savez, c'est tout à fait autre chose. 1965 va être une année très douloureuse pour Maria. En fait, elle est revenue épuisée de New York et elle a encore maigri. Ses chutes de tension l'inquiètent, comme ce début de pharyngite qui va amener la direction de l'opéra à lui proposer de reporter les dates des représentations, mais elle refuse. Et pourtant, les choses ne s'arrangent pas. Le jour de la première, le 14 mai, 1 heure avant le lever du rideau, les médecins étaient encore dans sa loge et lui faisaient encore des piqûres. Et lors de la représentation du 29 mai, malade, à bout de force, Maria entre en scène dans un état qui est plus que préoccupant. Et durant l'entracte, le public s'agite et ses partisans commencent à invectiver ceux de Cosotto, sa jeune partenaire, qui, une fois encore, il faut bien le dire, n'a pas épargné Maria. Et au milieu du second acte, Callas s'évanouit dans les coulisses. Revenue à elle, elle veut reprendre la représentation, mais elle perd à nouveau connaissance. Et devant le rideau baissé, la salle attend pendant plus d'1 heure, jusqu'au moment où Georges Auric va apparaître sur scène et déclarer d'une voix blanche que Maria Callas, qui au prix d'un immense effort avait tenu à assurer la représentation, est dans l'impossibilité absolue de l'achever et en est profondément peinée. Et ce soir-là, il va se passer une chose très émouvante. Pas une protestation ne va venir troubler l'évacuation prématurée de la salle. À ce moment précis, je pense que les spectateurs, parmi lesquels il y avait le Shah d'Iran et l'impératrice Farah, son épouse, pas un des spectateurs n'a bougé parce qu'ils pressentent qu'ils viennent de vivre un moment tragique, un véritable drame pour Maria. Et quelques heures plus tard, lorsqu'elle sera capable de rentrer à son domicile, Maria dira seulement aux admirateurs venus l'attendre à l'entrée des artistes « Je demande pardon à Paris et à vous pour ce soir. Je reviendrai parce que je vous le dois. » Callas,
comme toutes les ex-petites-filles pauvres, a toujours aimé l'argent, ce que confirme volontiers Onassis, qui dit « Elle est la seule femme au monde qui ne bâille pas lorsque je lui parle de mes affaires. » Pourtant, personne dans l'entourage de Maria n'est dupe. Ce n'est ni pour son argent, ni pour ne plus vivre dans le péché, comme l'on dit, qu'elle veut épouser Aristote, mais simplement parce qu'elle l'aime follement. Alors, l'épousera-t-elle ou pas? La presse, qui est aux aguets depuis déjà de longs mois, exulte parce qu'Onassis et Calas sont à Londres en mars 1967, figurez-vous, pour se dire oui. Et, pied de nez au destin, acte manqué, on ne sait pas, Maria n'a pas son certificat de baptême. Ils attendent quelques jours, mais lorsque le document arrive, enfin, ils sont de nouveau fâchés et il n'est plus question de mariage. Calas rejoint son appartement parisien et Onassis part pour Athènes. Or, il ne s'agit pas seulement d'un accident de parcours, car si Harry est le seul grand amour de Maria, leur vie de couple semble plus que jamais impossible. En 1967, Maria quitte le 44 de l'avenue Foch, au grand soulagement d'ailleurs de ses voisins qui n'en peuvent plus des exercices vocaux, pour aménager dans un splendide appartement qui est situé au 38 de l'avenue Georges Mandel. Et outre les rumeurs qui évoquent son retour, plus ou moins proche, sur la scène d'un grand théâtre, on affirme que Visconti s'apprête à réaliser pour l'écran une vie de Bellini. Alors ce serait Marcello Mastroianni qui serait le génial compositeur et Maria Callas serait son épouse, la cantatrice tchèque Maria Gyritza. Et une fois encore, le projet ne verra jamais le jour. Pas plus que cette Traviata que Zeffirelli lui propose, jurant qu'il ne fera jamais ce film sans elle. Maria, malgré l'amitié et l'admiration qu'elle lui porte, n'y croit pas du tout. Pas plus qu'elle ne croit à Boom de Joseph Losey, d'après la pièce de Tennessee Williams, et dont certains dialogues la choquent. Comment, dit-elle, est-ce que j'arriverai à me projeter dans cette femme entre deux âges qui ne sait que jurer? Finalement, le film se fera, mais avec Elizabeth Taylor. Et les jours passent, et Maria reste toujours absente des scènes et des écrans. Et l'année 1968 est une année de chagrin. Deux de ses plus grands amis, les maestros Victor de Sabata et Tullio Serafine, disparaissent à quelques semaines d'intervalle, ainsi que Georges Kalogeropoulos, ce père si absent de sa vie et si présent dans son cœur. Il a été mon seul véritable amour, avouera-t-elle à une journaliste. Mais enfin, le 20 septembre, c'est par la presse qu'elle apprend que l'homme de sa vie, Aristote Onassis, vient d'épouser Jackie Kennedy. Vous imaginez, par la presse. Eh bien, le soir même, elle est chez Maxime, elle est superbe, elle sourit, mais elle a le cœur brisé. The tiny island that shot into the headlines when Jackie Kennedy, America's former First Lady, became the second Mrs. Aristotle Onassis. But not in the eyes of the Roman Catholic Church. The pressmen battled to get close to the 69-year-old multi... Carmen est un des personnages les plus grands du monde qui ont jamais été créés par M. Mérimée, pas... Ah, ça, je préfère Mérimée, je préfère. Non, mais enfin, voilà. c'est ça. On peut même pas discuter, Carmen, oui. Je veux dire. Personnellement, toi, Maria, tu ne l'aimes pas, tu ne sentirais pas de le faire. Elle prend les hommes, elle laisse les hommes comme un homme ferait plutôt. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme un homme ferait d'une femme, vous voulez dire? Oui, plusieurs femmes. Une femme n'est pas de plusieurs hommes. Oui. Ça, ce n'est pas ma conception. Je crois pas à ça. Un homme est polygame, ça oui. Donc Carmen ne fait pas partie de mon monde idéal. Donc vous ne pourriez pas jouer Carmen? Je pourrais tout ce que je voudrais si je veux, mais puisque je suis pas condamnée à mort, puisque j'en ai plusieurs rôles, pourquoi je dois faire un rôle que... Voilà un rôle que je vois en gros plan et pas en petit plan. Mais tu fais quand même Violette, donc tu fais quand même Marguerite Gauthier. Chose. Non, c'est une autre époque, elle est plus sublime, elle a une autre chose. Et c'est au cours de cette interview menée par Pierre Desgroupes pour l'invité du dimanche que Maria Callas résumera en une toute petite phrase le drame qu'elle venait de vivre avec sa rupture avec Onassis. J'étais pas contente, j'étais très fatiguée, j'étais pas contente de comment je faisais. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas, soit dans la technique, soit dans mes nerfs, soit dans ma vie privée. Et alors, on prend une décision grave, on se parle, parce qu'il n'y a que nous-mêmes que nous pouvons parler à nous-mêmes. Et alors, il y a comme une espèce de balance dans la vie.
C'est triste, mais c'est vrai. Alors, on pèse d'une côté une chose, de l'autre côté l'autre décision, disons. Alors, j'ai compris que pour faire bien mon métier, il faut faire des sacrifices très graves, comme j'ai toujours fait. Il faut avoir du courage à remettre en point tout. Il faut se reposer bien. Il faut reprendre goût à chanter. Alors donc, il faut se reposer. Et évidemment, ce n'est pas la vie facile non plus. Et ce n'est pas... je peux dire c'est dur pour une... Comme vous dites, et je vous remercie. Toute l'après-midi, vous m'avez donné de grands artistes et j'en suis très sensible. Mais enfin, je suis aussi un peu gênée par les compliments. La vérité, puisque vous le dites, eh bien, je n'étais pas contente parce qu'il n'y en avait pas ce que je voulais. Et ce que je veux, c'est bien moi que je sais, avant que les autres sachent. Malgré toutes les annonces de retour sur une scène d'opéra, ce n'est pas la cantatrice que le public va retrouver, mais la tragédienne. Car Maria a finalement accepté de jouer Médée sous la direction de Pier Paolo Pasolini. Et lorsqu'il a demandé à Maria de paraître dans ce film, avec le rôle principal, celle-ci a commencé par refuser. Théorème, l'un des précédents films de Pasolini, l'avait passablement choqué, mais l'homme parvient à la séduire. Marxiste et homosexuel, Maria a choisi prudemment de ne voir en lui que le poète et le grand connaisseur de la littérature antique qu'il est aussi. Alors elle s'est engagée à fond, c'est ce que va dire Pasolini, c'est un rêve de travailler avec Maria, c'est le contraire de ce que l'on pouvait redouter, c'est l'actrice la plus docile que j'ai jamais connue. Va bene. J'ai eu de la vie comme carrière ce que j'aurais jamais imaginé de ma vie. Et alors, je ne peux pas vouloir de plus que pouvoir, au moins pour quelques années, terminer en beauté. C'est tout ce que je demande. J'aimerais tellement de voir Maria vraiment jouer les tragédies grecques. Parce que je crois que... Pardon, j'ai pas fini. Parce que je crois que même si tu n'avais pas chanté sur la scène lyrique, tu aurais été quand même énorme. Mais oui, tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais c'est un compliment, tu sais. Je le sais, voilà. Mais je voulais te rappeler que j'ai déjà fait Médée à la barre, chantant. Je sais. C'était des temps meilleurs pour la Grèce. Le miracle d'Épidore. Épidore, c'était miraculeux. C'est un miracle, cette ambiance. Oui, mais je ne sais pas si tu as bien choisi ton début dans le cinéma. Car le cinéma de Pasolini est un cinéma qui n'est pas fait pour les grands acteurs. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tout à fait une autre chose. J'espère que non. Bon, et moi je sais que oui. Je souhaite que non. Mais quand même, je te souhaite d'avoir un grand succès, car j'ai vu maintenant, par exemple, sur l'écran, tes gros plans pendant cette transmission. On va en voir d'autres, C'était extraordinaire. 1970, l'excitation est au rendez-vous. Pourquoi? Bien parce que c'est la première du film tant attendu, proposé dans sa version originale au Palais Garnier. Hélas, à la fin de la projection, les avis sont partagés. Les uns crient au génie, les autres avouent s'être profondément ennuyés. Et le lendemain, François Nourricier, dans l'Express, considère que tout est hiératique, farouche, rituel et silencieux. Mais il pressent que le public ne s'y retrouvera pas. Effectivement, le film est un véritable échec commercial. Au désespoir de Maria, qui désormais refuse toutes les autres propositions que les studios lui feront, comme elle refuse avec la même fermeté les engagements des théâtres du monde entier, non. Elle retourne à son silence. Un silence qui, évidemment, rend furieux ceux qui l'aiment, ses admirateurs, Visconti, et puis Zeffirelli, qui déclara Pasolini l'a détruite, comme il en a détruit tant d'autres. Le Curtis Institute of Music de Philadelphie va lui proposer une série de cours à de jeunes artistes lyriques. Elle accepte. Les cours commencent en février 71, mais le niveau est faible. Et à la troisième leçon, elle déclare forfait. Au même moment, c'est la Juilliard School qui va lui proposer de venir donner des cours magistraux, cette fois-ci à de jeunes élèves qui sont déjà très avancés dans leur carrière. Maria dit oui, à la condition que la sélection soit rigoureuse. Yeah. In other words, you spared yourself if you... Mais
le 16 mars 1972. Elle donne sa dernière leçon et puis quitte aussitôt New York et disparaît. Alors que la presse s'acharne sur ce qu'on peut appeler le demi-échec des vêpres siciliennes, affirmant que c'est fini, la diva serait proche de son crépuscule, peut-on lire. L'un de ses agents annonce presque aussitôt un retour sur scène lors d'une tournée monumentale, dit-il, qui se tiendra de 1973 à l'automne jusqu'à l'automne 1974 et qui va la mener dans le monde entier avec le ténor Di Stefano qui partagera l'affiche à ses côtés. Maria confirme et dit « Je suis pétrifiée de peur. On attend tout de moi, mais bien sûr, je ne suis plus celle que j'étais à 30 ans. » Maria et Di Stefano vont prendre la route de la Corée et du Japon. Ils vont aller à Séoul, à Tokyo. Et c'est pathétique. C'est pathétique parce on voit dans son regard qu'elle sait qu'elle ne chante plus comme elle a chanté et lui n'est pas au mieux de sa condition non plus. Et elle est cramponnée à sa main qu'elle ne quitte pas, jamais. Et pourtant, le public est extatique. Mais tout a une fin. Le 11 novembre, à Sapporo, c'est la dernière date de cette tournée que d'aucuns ont baptisée la tournée du souvenir. La Callas s'étale alors qu'elle ne rencontrera plus jamais ce public dont l'amour l'a portée depuis tant d'années. Pour l'heure, avant le début de cet ultime concert, elle est bouleversée parce qu'elle vient d'apprendre l'hospitalisation d'Aristote Onassis à l'hôpital américain de Neuilly. Près de lui, on dit que Christina, sa fille, est là, mais aussi Jackie Kennedy, son épouse. Elle le veille ou elle le surveille. Callas, qui est à 8000 km de là, sait pertinemment qu'on lui a interdit de prendre contact avec Aristote. Elle y retournera, bien sûr. Dès qu'elle sera rentrée à Paris, elle ira le voir. Mais pour l'instant, elle a le cœur trop gros et c'est à Robert Sutherland, son accompagnateur, le pianiste, qu'elle se confie en lui disant « D'abord, j'ai perdu mon poids et puis j'ai perdu ma voix. Et puis j'ai perdu Harry. Nous avons vécu comme mari et femme pendant 9 ans, lui et moi. Et 10 jours après son mariage avec Jackie, il était là, en bas de chez moi, avenue Georges Mandel. Un homme est une bonne chose, pour un moment. Vous lui consacrez toute votre vie, et c'est alors qu'il commence à vous prendre pour quantité négligeable. Et puis il voulait toujours me régenter. Je n'aime pas ça. Il n'a jamais compris mon tempérament artistique. Quelques jours plus tard, Maria est à Paris et elle s'isole dans son appartement. Et alors que le Japon la sollicite encore 4 Toscas, s'il vous plaît, elle répond qu'elle a pris une décision définitive. Elle ne chantera plus jamais. Onassis va mourir le 12 mars 1975 et Maria s'effondre. Elle déclare « J'ai perdu tout ce qui me rattachait à la vie ». Et le 1er novembre, c'est Pasolini que l'on retrouve assassiné à l'aube, le visage complètement défiguré. Or, depuis Médée, Maria et lui n'avaient jamais cessé de s'écrire. Et c'est un autre terrible choc, bien sûr. À la fin de l'année, pourtant, elle semble vouloir se reprendre en main. Elle a à nouveau envie de chanter pour vivre, pour oublier, pour se faire plaisir. Et le Théâtre des Champs-Élysées a mis à son entière disposition, 3-4 fois par semaine, l'après-midi, une salle vide, où Maria renoue avec Verdi, Bellini, jusqu'au jour où un paparazzi la surprend, la photographie par surprise et publie le lendemain cette photo. Avec cette légende, Callas effondrée, elle n'a pu atteindre le Contrut. Maria va faire un procès au journal, mais elle ne retournera plus jamais au Théâtre des Champs-Élysées. Et elle pleurera toute seule, plus seule que jamais, la mort de Luchino Visconti le 16 mars 1976. La lassitude, la solitude et les chagrins l'ont complètement épuisée. Elle reste enfermée dans son appartement et elle écoute des heures entières ses enregistrements et les pirates, ces fameux pirates, disques pirates, que ses admirateurs lui ont adressés. Et elle s'émerveille. J'ai eu cette voix-là.
Le vendredi 16 septembre 1977, elle se lève tard, comme à son habitude, elle déjeune, elle lit son courrier, et puis soudain, elle porte les mains à sa gorge. Bruna, sa femme de chambre, accourt, chercher de la coramine. Maria se lève, fait quelques pas vers la salle de bain, et elle tombe. Bruna se précipite. « Je me suis trouvée mal », murmure Maria. Son visage se crispe, on la transporte sur son lit, puis on appelle son médecin habituel, il est absent. On en appelle un autre, qui va arriver une demi-heure plus tard. Bruna apporte du café très fort, Maria en boit une tasse, elle se sent mieux, elle pose sa tête sur l'oreiller, elle ferme les yeux, et puis elle meurt, tout doucement. Maria Callas, incinérée il y a quelques minutes au Père-Lachaise, dans la plus stricte intimité. Auparavant, c'est presque un public de soir de général qui avait accompagné la grande cantatrice à l'église orthodoxe de Paris pour les obsèques de la diva. La même foule d'admirateurs, les mêmes personnalités du tout Paris, étreints par la même émotion. On pourrait reconnaître au passage Grace de Monaco et un grand nombre des amis de Maria Callas. Le président de la République avait envoyé une gerbe de roses rouges. En hommage à Maria Callas, je vous propose d'écouter celle que je vous avais annoncée au début de notre rendez-vous et qui avait remporté le prix de la Fondation Maria Callas, Cecilia Bartoli. Alors, si vous voulez retrouver quelques-uns des documents que vous avez suivis pendant cette mission, et puis en découvrir bien d'autres grâce au formidable travail qui a été accompli par EMI Classique, vous avez d'abord le gala de 58, dont vous avez vu des extraits avec le deuxième acte de Tosca, Tito Gobbi, Albert Lance, qui est sur ce DVD, La Callas toujours. Voilà. Et puis, vous avez également, je ne sais plus tous les mettre, les conversations, mais pas seulement les conversations. En fait, ce sont 2 DVD, conversation numéro 1, si j'ose dire, conversation volume 2. Les premières, c'est avec Bernard Gavotti. Là encore, on vous en a proposé quelques extraits, mais c'est beaucoup plus long que cela et formidablement intéressant. Et le deuxième volume, c'est avec Pierre Desgroupes, c'est l'invité du dimanche, avec Luchino Visconti, qui raconte comment Maria Callas a ramassé une botte de radis parce qu'elle ne voyait rien, croyant que c'était un bouquet de fleurs, et beaucoup d'autres documents. Tout cela, évidemment, entrecoupé d'extraits chantés. Vous avez Maria Callas, Life and Art. Là, il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup de documents, tout ça chez EMI, je vous l'ai dit. Et enfin, Passion Callas. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on retrouve tous les artistes avec lesquels elle a chanté ou tourné ou joué, qui parlent d'elle, donc Zeffirelli, Luchino Visconti et d'autres, ses partenaires, tout ça. Et ce sont des documents tout à fait extraordinaires. Et enfin, et ça c'est cadeau Noël avant Noël, mais je vous le recommande tout de même, je ne sais pas si j'y arrive, mais si j'y arrive, c'est la collection complète, si vous préférez, de tous les enregistrements que Maria Callas a réalisés en studio sous la direction de EMI. Tout ça a été restauré, c'est formidable. Vous avez l'occasion d'avoir avec vous tout ce que Maria a enregistré. Et c'est assorti d'un DVD, Maria Callas, l'éternelle Maria Callas. Et offert, il y a quand même un beau cadeau, c'est un CD, le voilà.
CD, Maria Callas, Éternelle, avec des extraits de tous les opéras qui étaient à son répertoire et tous ses compositeurs, entre autres les belles cantistes qu'elle a tellement aimées, qu'elle a remis à la mode, Dieu merci. Et enfin, si vous voulez vous faire du bien, et je le sais, comme moi et comme nous tous en écoutant Maria Callas, eh bien, Naxos a une très bonne idée. Ils ont édité, ce sont des disques cette fois-ci, ce ne sont pas des DVD, un coffret qui est intitulé Calassothérapie. Voilà, comment se faire du bien en écoutant Maria Callas. C'est tout, j'allais dire le mal que je vous souhaite, c'est tout le bien que je vous souhaite, et je sais qu'en écoutant tout cela et en regardant tout cela, nous partagerons les mêmes plaisirs, et je m'en réjouis.